Du coup, bonjour et bienvenue à tous pour ce tuto amaté sur les logiciels CACDAS. On a l'honneur d'accueillir Anne-Claude Salomon et Stéphanie Gabriel qui vont du coup nous présenter deux logiciels TASTEI et NVivo et puis nous faire part aussi de leur expérience sur ces deux logiciels. On a défini en fait un format de présentation qui est assez classique. Stéphanie et Annie-Claude vont faire leur intervention, vont faire des pauses à des moments donnés après chaque partie où elles prendront quelques questions. Alors, les questions peuvent être posées à l'oral via les micros, mais aussi avec par le chat, si certains le souhaitent. Par défaut, on va demander quand même aux participants de couper leur micro, ça va éviter de parasiter la conférence, et puis de réactiver les micros au moment où ils souhaitent poser des questions. Voilà, mais du coup on va commencer tout de suite, on va vous laisser la main. Du coup, maintenant que vous êtes experte en WebEx, on va partager vos expériences sur les CACDAS. On croise les doigts. Très bien. Bien, mais merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Peut-être juste un petit mot avant de commencer pour dire que notre présentation est loin d'être une présentation totalement aboutie. Comme le disait Benoît, on est dans une démarche de partage, pas que d'écran, de partage d'expérience, de partage dans l'utilisation que l'on a de ces outils-là. Et d'un CACDAS à l'autre, c'est le titre un peu de notre présentation, c'est aussi parce que Annie-Claude et moi, on a une expérience chacune un peu sur l'un des deux de ces deux CACDAS, chacune sur l'un d'entre eux, et on va essayer de mettre en perspective à la fois une présentation un peu didactique qui permette de voir comment est-ce qu'on manip et comment est-ce qu'on passe du projet démarrant à un projet plus abouti, et puis sur les questions, on essaiera effectivement de revenir sur les questions que vous nous posez. Ensuite, d'accord, ok. Alors, je pense que vous devez voir à l'écran la petite présentation. Donc, finalement, le contexte de départ, qui est un peu celui qu'on partage toutes et tous dans nos métiers d'ingénieurs, nous amène à avoir une multiplicité finalement, à la fois dans les approches empiriques, dans les enquêtes, et également dans le recours au CALI, à des approches croisées, que ce soit par le biais de l'enquête, que ce soit par l'observation, par les approches plus ethnographiques, par des approches de terrain variées. On a affaire de plus en plus à des corpus multiples, assez pluriels, diversifiés, qui grosso modo, nous, de ce que l'on expérimente ici, nous amène aujourd'hui à travailler avec trois grands types de données. Des données textuelles, ce sont peut-être celles que l'on connaît le mieux à travers les retranscriptions d'entretien, les questions ouvertes. Aujourd'hui, de plus en plus, les contenus de web, de presse, de supports écrits, les PDF, les données numériques. Des données qui nous amènent à travailler de plus en plus avec de l'image, de la photo, de la carte. Alors nous, ici, à Pacte, on a beaucoup de collègues qui sont urbanistes, géographes, qui travaillent avec de l'image, de la vidéo, et également des cartes, et également sur des aspects de capture d'écran. On verra que les outils CACDAS possèdent des applications pour certains d'entre eux qui permettent d'aller capturer des écrans, ce qui est assez pratique. Et puis des données numériques, capture d'écran également, tout ce qui concerne les réseaux sociaux. On a, nous, comme vous, certainement des chercheurs qui travaillent sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui se posent plein de questions à partir des médias également et des réseaux sociaux. Donc, toute cette collecte d'informations nous amène à nous dire qu'est-ce qu'on fait finalement une fois qu'on a produit ces données, qu'on a formalisé ces corpus. Et très souvent, quand on lit un peu de littérature, on s'aperçoit que c'est assez mystérieux, ou c'est un peu mystérieux. Chacun essaie de faire d'abord un peu comme il peut. Et puis, chaque chercheur, à travers la littérature qui est produite, amène aussi par sa discipline sociale à avoir des traditions dans l'analyse des données. Mais on n'a pas énormément de choses qui vont être décrites vraiment sur les choix et les techniques d'analyse, qui, pour les données quali, là je ne parle pas pour le quanti, donne cette impression quelquefois que le quali c'est un peu flou, c'est un peu en tout cas
peut-être avec un besoin accru de transparence dans le processus d'analyse. Et ça se double également d'une nécessité de tracer, de pouvoir, c'est un peu l'idée de la réfutabilité, c'est-à-dire de se dire dans quelle mesure ce que l'on produit avec une analyse de contenu, avec une analyse quali, eh bien on peut le reproduire, d'où viennent ces résultats, sur quoi se fondent les conclusions et comment se resservir des données, par exemple d'un corpus quali. C'est aussi la question de la réanalyse des données qui peut se poser. Donc finalement, la question du corpus initial, elle est effectivement dans une optique de recherche. Elle peut être combinée à partir de textes, d'images, de vidéos, et on doit pouvoir expliquer ou faire rendre compte de la présence de chaque élément et également de son processus d'analyse. Donc tout cela nous amène à, au départ, de manière un peu nécessaire, de choisir une stratégie d'analyse. Ça veut dire de se poser initialement la question de comment on empoigne ce corpus. Alors traditionnellement, là aussi, hein, c'est juste un petit rappel en introduction, mais ça va avoir son importance ensuite dans l'utilisation des logiciels. C'est qu'on peut avoir une démarche que l'on connaît, hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble de catégories, de codes, de catégories définies en amont par rapport à la problématique de départ. Et l'objectif de l'analyse du corpus, ça va être de tester une théorie, un modèle, un jeu de catégories analytiques en regardant comment ce modèle, par exemple, s'applique ou non aux données. On est dans une démarche effectivement qui va des catégories aux données. Ce qui est différent dans la démarche plutôt inductive, où on va plutôt partir effectivement dans une démarche plutôt bottom-up, où on ne va pas présupposer de catégories a priori, mais on va essayer de partir des données pour établir justement les différentes dimensions de la recherche. Je vais assez vite là-dessus, c'est un peu simplificateur, hein, j'en ai bien conscience, mais nous, dans ce qu'on expérimente quand on travaille sur des jeux de données, on se rend compte finalement qu'on est vraiment dans la combinaison des deux et qu'on peut démarrer à partir d'une de ces démarches, mais très vite, on va associer l'autre de manière assez naturelle, donc démarche plutôt d'aller-retour entre induction et déduction. Se pose la question dans cette stratégie dont je viens de parler du choix des outils. Donc évidemment qu'on faisait de l'analyse de contenu avant même d'avoir des logiciels CAGDAS ou ADT, et la question de choisir un outil, à mon avis, elle est primordiale. Primordiale parce que je ne pense pas du tout que l'outil logiciel soit l'alpha et l'oméga de la réussite de la recherche. Il faut que ce soit à bon escient, et très souvent, la question elle se pose selon bien sûr la finalité de la recherche, selon le type de données, selon le volume et la diversité du corpus. Par exemple, j'ai en tête un chercheur qui a fait 5 ou 6 entretiens pour une recherche. Eh bien, c'est peut-être pas nécessaire de mettre en route un logiciel CAGDAS si cette recherche, cette analyse de contenu, elle n'est pas au cœur de son dispositif méthodologique ou qu'il ne va pas réitérer ou poursuivre cette démarche. Par contre, quand on a des chercheurs qui ont 5 ou 6 entretiens mais qui disent en faire d'autres vagues, qui vont aller travailler sur d'autres terrains, c'est vrai que là, le recours à un logiciel CAGDAS peut être vraiment très intuitif, très pertinent, parce qu'on sait qu'il va y avoir une suite, il va y avoir des vagues successives Donc, là, on entend un peu, on peut couper les micros des participants. Oui. Ça fait quelques interférences, pardon, hein, je suis désolée. Alors, ceux qui nous ont rejoints par téléphone, est-ce qu'ils peuvent couper le micro de leur téléphone si c'est possible? Parce que sinon, ça on entend un peu l'arrière-plan. Merci. Et je coupe Daniel. Qui a l'air d'être en... Je dis qu'il coupe... Pierre, il n'a pas de micro, donc ça peut pas être lui. Voilà. Je sais pas comment je fais. Il me semble que c'est Céline ou David. Ouais. Ouais. On entend. Je la coupe et je la remets dans 5 minutes. Oui, pardon, vas-y, c'est assez magnifique, bon. Voilà, non mais excusez-moi, du coup je préférais le mentionner tout de suite, comme ça on... Donc je poursuis pour dire que par rapport à ces corpus et à cette multiplicité que l'on a dans les stratégies ou dans les combinaisons possibles,
On peut utiliser un outil logiciel, on peut aussi faire le choix de ne pas en utiliser un, mais en tout cas, l'idée pour nous, c'est de rendre compte de cette transparence-là et d'être aussi dans comment dire, la projection, dans la valorisation des résultats. Par exemple, si on a à la clé de sa recherche une publication à l'international ou autre, c'est vrai que le logiciel va être beaucoup plus porteur en termes de visibilité, ou si on sait que le corpus sur lequel on travaille, on va le partager avec d'autres collègues, c'est vrai que l'outil logiciel va être un faire-valoir en fait de la recherche. Par contre, si on est sur des recherches qui sont des recherches plus intermédiaires ou peut-être moins optiques, on peut se permettre peut-être de faire un peu l'impasse quelquefois sur un outil. On en vient au logiciel. Donc, en grande partie, on a deux familles de logiciels quand on analyse des corpus tels que je viens d'en parler. On a des logiciels d'analyse textuelle qui vont faire une place importante à la statistique, à la linguistique et souvent à une analyse plutôt automatisée, automatique du discours. On est dans une approche plutôt de lexicométrie où l'individu statistique peut être par exemple le mot, la proposition. On a une grande tradition française, le NS5 la revue mots, je passe assez vite, mais on a des logiciels comme Staté, Lexico, Alceste, Hyperbase, Trop Prospero, Iramutech qui est le livre de Alceste. Voilà, on connaît un peu cette famille-là où on va faire de la statistique textuelle. Ce qui est différent de la famille de logiciels dont on va vous parler aujourd'hui, qu'on appelle les CAGDAS, bon, c'est pas un acronyme forcément très accrocheur, mais qui a un sens, Computer Aided Qualitative Data Analysis System ou Software, ça dépend ce qu'on peut trouver, mais le principe, c'est que ces logiciels ne sont pas des logiciels qui fonctionnent de manière automatique ou qui font des opérations statistiques, mais plutôt ce sont des logiciels d'aide à l'analyse de contenu par l'intermédiaire d'opérations de classification, de codage, de catégorisation. Et on retrouve dans ces logiciels CAGDAS, NVivo, Atlas TI, MaxPIA, on retrouve des logiciels qui s'appuient en grande partie sur la théorie enracinée dont on a déjà peut-être parlé, qui apparaît aux USA fin des années 60 et qui propose d'enraciner l'analyse dans des données dans le terrain. On est sur des approches qui sont en réaction effective aux approches hypothético-déductives et dont la méthodologie est de s'inscrire dans ce dont je parlais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire ce va-et-vient entre démarche inductive, déductive et où on ne présuppose pas par avance de catégorie d'analyse. Je vais un peu vite volontairement. Si vous avez des questions, non pas qu'on soit grand spécialiste de la théorie enracinée, mais on a une petite expérience aussi de lecture. Si vous voulez y revenir, je propose qu'on y revienne plus tard pour qu'on laisse une place maintenant plus importante donc à la présentation de ces logiciels. On va commencer par le logiciel NVivo qui a été créé à la fin des années, toute fin des années 1990, en 99, par une société qui s'appelle QSR International et qui permet, donc qui est un CAGDAS, qui permet de collecter, d'organiser, d'analyser du contenu dont on connaît bien, en fait, dont on utilise beaucoup, des interviews, des entretiens, des fichiers audio, également de la vidéo. Je parlais tout à l'heure de capture sur le web. Donc NVivo possède une application qui s'appelle nCapture, qui permet en quelques clics d'aller capturer, de naviguer, de faire sa propre navigation par exemple sur le web et d'aller créer des pages qui vont être directement importées dans le projet NVivo et qui pourront être analysées et encodées, codées de la même manière que du texte ou de l'image ou de la vidéo. Donc on voit bien la complémentarité qu'on peut effectivement avoir. C'est un outil qui permet d'aider le chercheur à analyser son matériau. Ça n'a absolument rien d'automatique. Et l'avantage, on reviendra tout à l'heure sur les avantages inconvénients, mais déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une facilité de gestion et d'archivage des données. On a quelques chercheurs, par exemple, qui pour l'instant ont NVivo et l'utilisent essentiellement pour organiser leur corpus. Je vous montrerai tout à l'heure, on peut sans du tout avoir comme idée de faire des choses très sophistiquées, d'être dans la traçabilité, l'organisation, parce qu'on a un énorme volume de données,
On veut pouvoir classer ces données et les retrouver assez facilement, donc ça encadre aussi bien le contexte de la recherche. Donc, créer un projet, c'est ma dernière diapo. Là, après, je vais basculer sur le logiciel pour vous montrer comment est-ce qu'il fonctionne. C'était juste pour dire qu'avec NVivo 11, on a une interface qui ressemble énormément, vous allez vous en apercevoir, à Windows. Donc, il y a un aspect ergonomique ultra facile pour se déplacer. C'est très intuitif. Dans NVivo, on a 3 gammes de logiciels. On a le NVivo Starter, Pro et Plus. C'est simplement 3 gammes qui sont du moins sophistiqué, du plus basique, Starter, que je ne conseille pas vraiment en fait. Ensuite, il y a Pro et Plus. Nous, ici, on utilise Pro. Donc, je vais échapper, je vais aller sur maintenant le logiciel en question. Voilà. Donc c'est parfait, le logiciel est bien monté. Voilà. Donc je fais un retour pour tout le monde, mais tout se passe très bien et on a une écoute qui est attentive. Donc continue et bravo, déjà. Parfait. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la page d'accueil. Quand on lance effectivement le logiciel, on a une page qui permet d'accéder à différentes fonctionnalités. Déjà, ce que je vous montre, c'est que ici, sur l'onglet fichier, on va pouvoir ouvrir, faire un nouveau projet, mais surtout, on va aussi avoir toutes les options d'aide. Donc, je le dis tout de suite parce que vous imaginez bien qu'en 10 minutes, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Donc, dans la fonction aide, vous pourrez retrouver des éléments qui, à partir de mots-clés, vous permettent de revenir sur de l'explicitation vraiment pas à pas, et je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc, quand on vient sur NVivo, on va d'abord créer un nouveau projet. Donc, je vais vous montrer comment on crée un nouveau projet, et après, je vous montrerai le projet sur lequel je suis en train de travailler qui est plus abouti. Donc, la première des choses, c'est qu'on va donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler test mathé, d'accord? Et on va ici choisir l'endroit où on veut copier ce fichier. Je vais le mettre sur, je sais pas, sur le bureau, par exemple, peu importe. Je vais l'enregistrer, je peux mettre du contenu et je vais faire OK, ce qui fait que le projet test mathé va se créer directement. Ça ne sera pas trop long. Voilà. Et on voit tout de suite qu'on a affaire à quelque chose de très vide. C'est très blanc, forcément, puisque c'est comme quand on fait un masque de saisie, on a exactement toutes les fonctionnalités, mais on n'a encore importé aucune donnée. Le poste central dans le logiciel, ce sont les onglets qui se situent ici. Donc, on voit, on a source, nœud, caractéristiques, collection, requête, rapport, carte et dossier. Ça, je dirais que c'est notre cockpit, c'est-à-dire c'est l'endroit d'où l'on va piloter l'intégralité de notre projet. Vous voyez peut-être pas à l'écran, mais parce que là, j'ai vous partagé, donc on ne le voit pas, mais il y a tout en haut, au milieu de l'écran, vous devez avoir le nom du projet que l'on vient de créer. Et la première chose dont on va être reçu, c'est source. Ça va concerner les documents, le corpus dont je parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, je disais, on a plein de données, on a du PDF, on a de la retranscription d'entretien, on a de l'image. Donc, la première chose qu'on va être amené à faire, c'est que on va faire un clic droit. Donc, dans cette partie-là, donc ça, je disais, c'est le cockpit. Ça, c'est notre table, notre espace de travail dans lequel on va aller importer des éléments. Et vous voyez ici, dans le fichier, qu'on a un menu déroulant. C'est pour ça que je disais que c'était très intuitif, où on voit bien que l'on peut avoir du PDF, de l'audio, de la vidéo, des images. Très important, je ne l'ai pas mentionné, des fichiers Excel, évidemment. Et le N-Capture dont je parlais tout à l'heure, l'assistant, si on veut pouvoir l'utiliser, mais on peut aussi importer, par exemple, du Zotero, EndNote. Enfin, on peut vraiment, là-dessus, avoir une grande diversité dans les supports sur lesquels on peut naviguer. Donc, qu'est-ce que je vais avoir dans mes documents? Donc là, c'est le bureau de l'ordinateur que l'on nous a prêté. Donc, je vais juste... Ouais, je remonte et je vais aller dans le bureau. Voilà, merci. Je regarde juste
qu'on avait mis donc, dans les données. Donc, imaginons, j'ai des retranscriptions d'entretien, d'accord? J'ai une femme, 56 ans, mariée, c'est un extrait d'entretien que je veux importer. Je voudrais aussi importer celui-ci, et je voudrais importer celui-ci et celui-ci. On imagine alors. Et le guide d'entretien, pourquoi pas? Allons-y. C'est une enquête, donc je vais sélectionner mes documents, je vais les ouvrir, et en quelques clics, on va voir, ça se met en sous-brillance, eh bien, on a effectivement importé dans notre onglet source nos documents. Et si je double-clique sur ce document, je vois apparaître automatiquement eh bien l'interview, c'est-à-dire la retranscription d'entretien que je peux faire défiler ici. D'accord? Donc, on voit ici qu'on est exactement sous la forme d'onglets et de fenêtres différentes pour pouvoir effectivement se combiner. J'en viens parce que je dois aller un peu vite. Je ne vais pas à la partie, donc, ma deuxième manip, c'est-à-dire qui concerne l'encodage, le codage. Donc, on va aller dans nœud. Donc, dans NVivo, on va parler de nœud plutôt que de code, parce que l'idée, c'est de croiser des éléments. Le code, c'est ce qu'on va encoder, mais on peut avoir des nœuds de différentes manières, j'en parlerai tout à l'heure. Donc là, quand je suis en inductif, je parlais de démarche, déductif, inductif, si j'étais en hypothético-déductif, par exemple, j'aurais forcément des catégories avant de coder, donc je peux tout à fait clic droit dans ma fenêtre, créer un nouveau nœud, d'accord? Et je vais dire, par exemple, le code 01, d'accord? Je lui donne le nom que je veux. Ou alors, je peux lui donner un nom thématique et je vais faire une description du nœud. Tout ce qui est dit sur la confiance à l'égard de la vie. J'invente, hein, je suis en pleine invention. Donc, je vais faire OK. Et là, j'ai mon code 01 qui effectivement s'est créé. Si je fais un clic droit et que je vais dans la propriété du nœud, je vais retrouver l'étiquette que j'ai collée qui va décrire le nom que j'ai donné à mon code. Si je veux le modifier, je peux le modifier à n'importe quel moment. Donc, je me dis, tiens, je suis en train de coder mon entretien. Je me dis que cette partie-là, voilà, ce que j'ai surligné, ce que dit l'enquêté, eh bien, ça fait partie de la confiance à l'égard de, ce que j'ai dit, de la vie. Donc, je vais surligner, je vais drag and drop, pardon, et je vais aller, on voit tout de suite que s'affiche ici, je peux bien raccourcir mes fenêtres, et dans mon code numéro 1, quand je double-clique, je vois effectivement, donc là j'ai mon onglet qui correspond à ma source, et là j'ai l'onglet à côté qui correspond à mon code, et je vois bien que l'extrait que j'ai encodé vient bien se mettre dans ce code numéro 1, c'est une référence encodée qui représente 0,89% de ma source. D'accord? Donc l'idée du codage, là j'étais dans une approche hypothético-déductive puisque j'ai d'abord créé mon code et que je suis allée chercher dans ma source les éléments qui correspondaient à ce code. On peut tout à fait refermer ce code, revenir effectivement ici au document et je pourrais me dire, si je suis dans une approche inductive, je vais surligner, je vais dire, tiens, ça, ce que je lis là, me fait penser qu'il y a un code et je vais pouvoir créer un code à partir du document, de l'extrait surligné, un clic droit, je vais encoder ma sélection, je vais l'encoder à un nouveau nœud, donc c'est exactement la même chose que j'ai fait, je vais l'appeler code 02, d'accord, je pense que vous aurez compris l'idée, je vais faire OK, mon code 02 se crée et quand je double-clique sur mon code 02, eh ben, je vois effectivement que l'extrait que j'ai encodé dans cette approche inductive est venu effectivement se mettre sur cet onglet-là qui est mon code numéro 2. Je vais forcément très vite sur le codage. Je vais vous montrer que dans Affichage, ici, on va pouvoir utiliser des menus déroulants qui vont nous permettre, par un procédé visuel, de voir et d'afficher des bandes d'encodage sur le côté, parce que c'est quand même très pratique, où on va repérer très vite au fur et à mesure où on encode notre document,
Eh bien, des codes tels qu'ils ont été créés au fur et à mesure du document. Et si j'appuie dessus, on le voit légèrement surligné. On va voir le passage qui correspond à mon code numéro 1. On veut enlever ce surlignage, on peut l'enlever, aucun, et cela disparaît. D'accord? Donc ça, c'est la fonction d'encodage. On imagine effectivement que ça prend un certain temps de coder l'ensemble des documents. Donc ce que je propose, c'est de vous montrer une dernière chose dans ce document vide. Je ne vais pas prendre trop de temps pour laisser à Claude aussi de temps pour montrer bien sûr API, mais je voudrais vous montrer caractéristiques. Parce que caractéristiques, c'est une manière de créer comment dire, d'avoir des variables explicatives, par exemple, sur nos enquêtés. Ici, on voit que cet entretien, c'est une femme de 56 ans qui est mariée. C'était une enquête qu'on a menée avec les étudiants là, de Master 2 de Progy. C'était sur la vision du couple. C'était une enquête de sociaux. Et donc, on a interviewé des gens selon qu'ils étaient mariés, divorcés, en union libre, paxés, etc. Donc, c'est important d'avoir cette précision-là par rapport à ce que l'on est en train d'encoder, puisque l'idéal après, quand on va utiliser le terme de requête, ça va être de pouvoir croiser, bien évidemment, nos codes avec nos individus, mais également avec des catégories. Par exemple, est-ce que le fait d'avoir confiance à l'égard de la vie, ça va être différent selon qu'on est célibataire, marié ou divorcé. D'accord? Donc pour cela, on va créer des codes, des caractéristiques où on va venir caractériser chacun de nos enquêtés. Si par exemple on a des données d'enquête, mais on pourrait caractériser des articles de presse selon par exemple l'année où le document, l'article a été rédigé. On pourrait caractériser un lieu par exemple. On pourrait caractériser. Donc on a possibilité de mettre des variables qu'on pourrait considérer comme des variables explicatives en fait sur l'ensemble de notre document. Je vais fermer ce document et je vais passer sur un document NVivo qui est abouti, qui est codé pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand le boulot de codage a été fait. Alors, il me demande si je veux enregistrer des modifs. Ça veut dire qu'ici, je vais parler, on n'est pas dans un enregistrement automatique de ce que l'on fait, mais semi-automatique. Toutes les 15 minutes, il va vous dire, voulez-vous enregistrer, etc. Je vais lui dire oui, pour faire dire. Effectivement, alors, il prend un petit peu de temps, du coup, je n'aurais pas dû dire oui. Mais il va revenir. Alors, ici. J'ai fermé NVivo, mais c'est pas grave, je vais le relancer à partir de mon projet. On tâtonne un peu, excusez-nous, mais je le relance à partir d'un projet sur lequel je suis en train de travailler. Et vous allez voir, par rapport à tout à l'heure, ça a déjà une tête un peu différente. Puisque là, on voit que c'est beaucoup plus rempli que ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, on est toujours dans l'onglet source. Ici, on a l'ensemble des entretiens, d'accord? On a 30 éléments, on le voit ici, on a 30 éléments. Et je vais vous montrer donc ma grille de code où j'ai choisi, alors je n'ai pas parlé, mais je fais du codage libre pour l'instant. Mais on peut faire du codage aussi, on peut organiser ces codes libres en arborescence, évidemment avec des codes parents, des codes enfants. Je préconise moi de faire du codage libre. Donc là, j'ai réorganisé. Après, je mets des petits codes à moi. Donc c'est une enquête sur l'élection présidentielle de 2012. Hein. Pas la dernière, on a réitéré, mais j'ai encore pas, vous imaginez, tout codé pour 2017. J'ai codé une enquête Cali sur la présidentielle de 2012. Et on voit ici l'ensemble des codes qui se rangent essentiellement par ordre alphabétique. Enfin, non, alors par ordre alphabétique parce que le C, c'est la campagne, les élections, les candidats. Et donc, les caractéristiques dont je parlais tout à l'heure, caractéristiques, le cas, je vais vous les montrer pour que vous puissiez voir. Donc, je vais ouvrir ma feuille de caractéristiques. Alors là, j'ai fait juste une caractéristique et on voit que j'ai tous mes enquêtés et que je leur ai attribué effectivement selon qu'ils étaient hommes ou femmes. Et on pourrait imaginer ici, ce poursuivant, toutes les informations que j'ai par rapport à ça. Alors, je vais terminer en vous parlant du dernier onglet qui est l'onglet requête,
puisqu'une fois qu'on a importé du corpus, qu'on a fait son codage, qu'on a fait des caractéristiques, ben, le but aussi de tout ça, ça va être de pouvoir croiser finalement des éléments entre eux. Alors j'avais préparé, pour que ça aille plus vite, j'ai croisé ce que j'appelle mes cas, c'est-à-dire mes enquêtés avec mes codes. Et donc quand on fait ce croisement, on va arriver, alors je vais mettre un petit peu de couleur à tout ça, ce sera un peu plus lisible. Là, on a les références codées. Donc si par exemple, je peux avoir des pourcentages lignes ou des pourcentages colonnes, donc là on a tous les enquêtés avec tous les codes. Je vais déverrouiller juste la fenêtre pour qu'on l'affiche de manière un peu plus large. Voilà. Donc là, on a les enquêtés, Aïcha, Kim, Amélie, Angélique, etc. On a les éléments qui correspondent à mes codes. On voit d'ailleurs que j'ai des plus grands codes que d'autres. Il y a des codes et des sous-codes. Et on s'aperçoit, par exemple, Cyril, eh bien, je peux, à la jonction de, alors peut-être pas probabilité de vol, mais campagne télé, ou alors je peux aller un petit peu plus loin. Donc je suis en pourcentage ligne ou en pourcentage colonne, ça je ne reviens pas là-dessus. Mais par exemple, sur la thématique du chômage, Angélique, je vais pouvoir retrouver ce qu'elle, en double-cliquant, ce que j'ai codé concernant cette enquêtée sur la question du chômage. Donc ce qu'elle nous dit sur l'entretien, j'ai 10 références. Cette thématique représente 6,63% de l'entretien codé d'Angélique, qui veut dire aussi que c'est intéressant de tout coder si on veut travailler après les pourcentages. Et on va pouvoir, comme ceci, arriver à faire des choses plus ou moins sophistiquées par rapport à ces données-là. Je m'arrête parce que je pense que j'ai parlé déjà un bon moment et je passe la parole à Annie-Claude qui va vous parler d'Atlas. Je vais volontairement fermer NVivo, mais on pourra en reparler ensuite. Si vous avez des questions, on pourra tout à fait l'ouvrir à nous. Non, bah, juste un peu voilà. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais prendre le relais en essayant de ne pas être trop redondante par rapport à ce qu'a déjà dit Stéphanie. Donc, il y a des choses qui vont être le PDF, là, c'est simple. Et donc, il y aura forcément des choses qui vont se retrouver. Et du coup, comme je l'ai bien écouté, j'essaierai de glisser un peu plus vite sans faire que. Donc, moi, je vous parle d'Atlas TI. C'est donc un outil de la même famille des CAGDAS. Et le concept, les quelques concepts de base sont très similaires. Atlas TI, ça gère l'ensemble des données dans un conteneur. Il appelle ça l'unité herméneutique. Il faut dire qu'à la différence d'NVivo, il n'y a pas de version en français d'Atlas TI. Donc, il faut apprendre à utiliser l'outil en anglais, mais avec les manuels d'utilisation et les forums et votre sagacité, nul doute que vous allez y arriver très très bien. Donc, c'est un container dans lequel, finalement, on va déposer toutes les données qui font partie du projet. Et effectivement, ça sert d'infrastructure d'organisation et de partage de données. Ça permet de travailler en équipe également. Et c'est une entité intelligente qui associe donc les sources, quelle que soit la nature de ces sources, des matériaux donc, qui font partie du projet, et le travail d'analyse qui est en construction. Et le fait d'ouvrir son projet, ça active automatiquement tous les éléments qui sont associés. J'insiste sur le thème d'association pour Atlas TI parce que la logique, c'est d'avoir tous les matériaux de son projet et le fichier Atlas TI lui-même dans un même dossier, dans un même répertoire, de ne pas le changer parce que Atlas TI ne fait que des liens quand on va importer, je vais vous le montrer, quand on importe des documents dans un projet, ça ne fait que faire des liens, ça n'importe pas les fichiers eux-mêmes à l'intérieur du projet. Et ça aura de l'importance par rapport aux questions de sauvegarde et de partage des projets avec des collègues, notamment quand on ne travaille pas tout seul, ou bien quand on veut changer d'ordinateur. Donc, les différents objets dans le jargon d'Atlas TI, donc les différents éléments qui constituent un projet,
s'appelle des objets. Il y a donc des données sources qui seront des primary documents pour Atlas TI, donc tout type de documents, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, texte, images, multimédia, données géoréférencées. Les citations sont les quotes, les segments d'information sélectionnés, le petit coup de stabilo sur le texte de l'entretien, mais aussi le carré sur la photo du candidat à l'élection si vous étudiez les tracts électoraux cette saison. Les codes qui peuvent être des catégories, des concepts ou de simples codes. Les mémos qui sont des outils d'annotation indépendants, va rédiger l'analyste au fur et à mesure de son travail. Les familles qui sont des regroupements d'objets de même type, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des familles de documents initiaux, des familles de citations, des familles de codes et des familles de mémos. Autant de facilité pour ensuite travailler en triant sur tel ou tel critère un sous-ensemble des objets qui vous intéressent. Et enfin, les réseaux, qui sont en fait les networks, qui sont simplement des outils de visualisation de tous les liens, des relations qui peuvent être faits au fil de l'analyse entre les différents concepts. Les grandes étapes de l'analyse, avant d'entrer tout de suite sur l'application, sur le logiciel, je rappelle 2-3 petites choses dans la préparation des matériaux et dans le fil un peu de déroulement d'une analyse qualitative avec Atlas TI. Donc la préparation des matériaux, le nettoyage des données est absolument indispensable en amont. Pourquoi? Parce qu'une fois que les textes sources sont importés dans votre projet, ils ne peuvent plus être modifiés, sauf à risquer de perdre des liens qui ont été faits dans une version antérieure, et donc de perdre une grosse partie de travail. Donc il faut être rigoureux là-dedans, dans la préparation des données en amont. Ce n'est pas aussi compliqué que quand on veut préparer des données pour l'analyse textuelle, où il faut vraiment avoir absolument corrigé toutes les fautes pour le problème de la recherche des mots et des formes, mais c'est quand même important pour ne pas se retrouver avec des transcriptions quand même trop médiocres, dans lesquelles après, à l'usage, on est quand même un peu déçu d'avoir des textes de mauvaise qualité. Les entretiens en particulier, il faut penser à collecter les attributs sociodémographiques. Stéphanie en a parlé, et les propriétés de l'entretien, son contexte, parce que ce sont des éléments qu'on va pouvoir utiliser dans l'analyse, évidemment, et donc il va falloir prévoir d'enregistrer dans un projet. Je passe un peu sur les formats de fichiers, les règles de nommage, toutes choses qui touchent à la gestion de données. L'organisation des données elle-même, donc elle passe par la création d'un répertoire unique, parce que la raison que je vous ai dite, qu'après les chemins d'accès, il vaut mieux pas les modifier au risque de perdre son travail. Et donc, je vais vous montrer, je vais rentrer dans l'outil et vous montrer comment on va créer un projet en important les documents, les organiser en famille. J'irai assez vite parce que ça ressemble à une vidéo. Je vous parle en 2 mots de l'enregistrement, des règles d'enregistrement. Par défaut, 5 minutes, c'est modifiable. Il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, j'ai l'habitude de réenregistrer souvent en renommant, de façon à avoir des versions successives du travail, parce que des fois on fait des tests, on essaye un peu, on bidouille, on va dire, on code une partie de son corpus, et puis on se dit non, là j'ai fait vraiment une erreur, ça tient pas la route, je reviens en arrière. Vraiment grande utilité de faire des versions différentes de ces sauvegardes. Une copie sur le répertoire complet du répertoire sur disque externe. Ça paraît trivial, mais c'est vraiment des choses fondamentales à faire quand on commence à rentrer dans ce genre d'outils quand même. Et puis des copies compressées du projet. J'en profite pour parler du travail en équipe. C'est tout à fait possible, justement avec cette rigueur-là de l'organisation des données. C'est-à-dire qu'il faut un coordinateur de projet qui connaît à peu près bien Atlas, qui gère un projet maître, qui distribue des sous-projets. Chacun peut travailler sur sa version du projet en mentionnant son nom en tant qu'utilisateur, et ensuite le coordinateur du projet n'a plus qu'à fusionner. Il y a des jeux d'aller-retour qui se font, et sur la base des comptes utilisateurs, on arrive à voir qui a fait quoi, qui a travaillé sur telle partie, ou qui a innové, créé tel code, et on retrouve la trace de la totalité du travail. Pareil avec une vidéo. Voilà. La même chose.
Donc, côté... Donc, je vais basculer, c'est ce que je disais. Alors, Atlas, que je commence rapidement. On s'aperçoit que le temps passe horriblement vite en vous racontant tout ça. Donc, voilà l'interface de création de projet d'Atlas. Là, c'est un projet qui est créé, pour lequel j'ai donné un nom, webinar, voilà, du 16 mai. Donc, on retrouve une barre de menu, une barre d'icônes d'outils, en fait, des listes déroulantes pour les différents objets. Quand je vous ai parlé des objets primary documents, c'est donc les documents sources, codes, ce sont les codes, les citations, codes, les codes, et mémos, les mémos. Donc, quand les documents sont importés, donc ça c'est vide, comme je vous dis, c'est assez. Mais donc, on peut avoir la visualisation de l'ensemble des documents importés, de l'ensemble des citations, etc. Et on peut également ouvrir, derrière chaque bouton, il y a un gestionnaire qui correspond au contenu des objets. Et dans Atlas, on a 4 fenêtres comme ça. On peut parfaitement organiser comme on veut son écran. L'enjeu est d'arriver à ne pas s'y perdre. Et je préconise vivement de s'organiser, travailler avec un grand écran. Ce n'est pas du luxe. Ça permet justement de voir, vous verrez dans des projets avancés où il y a de la matière, à quel point ça peut être intéressant d'avoir plusieurs fenêtres de la sorte. Et ça permet de passer de ces différents objets les uns envers les autres. Alors, je vais fermer ça. Je vais ouvrir un projet également constitué. Je vais d'abord vous en ouvrir un projet démo, histoire de... Est-ce que c'est celui-là? Non, celui-là, non, il y a là, j'ai pas celui-là. Hop, arrête. Je voulais ouvrir, je voulais créer le projet. Attendez, une seconde. Oh, alors, je peux celui-là. J'en ai trop demandé, je crois, il n'y a plus du tout. On va annuler ça. Voilà. Je recommence, ça va être plus simple. Donc, je voulais vous montrer, en faisant les opérations de façon simple, sur un projet vide. On va faire. Donc, je vais vouloir importer des documents, les associer, en fait, les ajouter donc à mon projet. Et donc, je vais aller chercher dans mes documents sources des entretiens qui ont été réalisés avec des webmails. Donc voilà, je peux sélectionner le traité de mes entretiens. Je prends le guide d'entretien au passage parce que du coup, ça va me permettre d'avoir sous les yeux le guide d'entretien lui-même. Même si je ne vais pas le coder, évidemment, il fait quand même partie du projet, il fait partie de l'analyse. Et donc, vous voyez que tout de suite, mes documents ont été importés. Si j'en ouvre un, bon, bah alors il m'a chargé l'autre, du coup derrière, il ne fait pas ce que je veux là. Bon, alors on va faire autrement. Donc, je vais rester sur celui-là, puisque c'est celui-là qui lui plaît. Donc ça, ce projet-là, c'est un projet... Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Une patouille. Voilà. Donc, pour vous montrer l'organisation, voilà un projet dans lequel nous avons étudié des questions ouvertes. C'est un autre type de matériau. On a vu les entretiens avec Stéphanie. J'allais vous montrer des entretiens basiques un petit peu pour les opérations de base, mais on va les faire sur celui-ci, ça ira très bien. Et donc ça, ce sont les questions ouvertes d'un sondage quantitatif, d'un questionnaire quanti,
Et on a posé des questions ouvertes. On a choisi de traiter avec Atlas TI parce qu'en analyse textuelle, la taille des réponses aux questions ouvertes était trop faible, trop petite pour permettre des analyses statistiques pertinentes. Donc ces questions ouvertes, c'était un script un petit peu compliqué parce qu'on avait choisi on a posé des questions par rapport à l'élargissement de l'Union européenne et selon que les gens étaient favorables ou non, pour vérifier la validité, la solidité de leur réponse, on leur attribuait, on leur donnait des arguments contre leur réponse pour essayer de les faire changer d'avis. On a essayé de mesurer la solidité du choix. Et donc, on a posé plusieurs... et on a fait cette opération 2 fois. Donc, quelqu'un qui disait « je suis contre l'élargissement de l'Union européenne », je disais « oui, mais pourtant, plus on est nombreux, plus on est solide pour lutter par rapport à la concurrence ou à des grands pays comme les États-Unis ou l'Asie. Eh bien, si les gens changeaient d'avis, on disait, oui, mais seulement vous avez oublié cet aspect-là du problème, on redonnait un autre argument et on leur redemandait de nouveau pourquoi ils avaient changé d'avis ou pas. Donc, ce corpus un petit peu compliqué, vous voyez, il y a eu en tout 6 questions ouvertes administrées à 2 sous-populations. L'échantillon a de fait a été splitté, c'est-à-dire ceux qui répondaient non à la question pour l'élargissement de l'Union européenne ou ceux qui répondaient oui. Donc là, vous voyez que il est absolument nécessaire de pouvoir organiser ces données pour pouvoir s'y retrouver. Parce que quand je suis dans la totalité de mes documents, j'en ai 1014 en tout. C'est assez difficile de travailler sur la totalité. Donc, on voit l'intérêt de la mise en famille, en fait, de ces documents une fois qu'ils sont importés. Alors, comment est-ce qu'on fait des familles? Eh bien, là, imaginons que je fasse une nouvelle famille. Donc, le gestionnaire de chaque objet, que ce soit les documents, les citations, les codes ou les bémos, donc ce gestionnaire permet de créer des familles, des boîtes dans lesquelles on va ranger tous nos documents, toutes nos citations ou pas. Et là, en l'occurrence, créer une famille, je vous le montre là-dessus, c'est le plus simple, et ce sera le même principe pour les autres. Donc, on crée une famille, une nouvelle famille, et dans cette famille, alors j'ouvre, là, avec la case, le rond jaune, j'ai ouvert le gestionnaire de famille, et là, je peux créer une nouvelle famille que je vais appeler test, ok, pas trop innové. Je vous l'agrandis parce que sinon vous allez pleurer là, comme moi je n'y vois bientôt plus rien. Si je mettais mes lunettes, ça irait mieux. Voilà. Et donc, ma famille test qui est ici, je vais lui affecter, par exemple, les entretiens de 1 à 1150, on va dire. Pourquoi je ne les ai pas tous d'ailleurs? Si, je les ai tous. Donc, on voit bien que je peux sélectionner soit le 1, soit le 10, par exemple. Je prends une série et j'ai décidé que ça allait dans la même famille. Donc ça, voilà la façon de structurer, d'organiser vos documents primaires. Alors, sélectionner une citation, on a vu, il faut que j'avance un tout petit peu. Et donc, le codage, une fois qu'on a importé les documents, ce qui paraît quand même toujours essentiel, c'est de commencer à explorer la totalité du corpus et apprendre à faire des citations et de vérifier un peu la validité de la taille de ces citations. Donc, imaginez cette citation que j'ai prise. Donc, on a d'abord, si je fais si je teste une nouvelle citation, puisque je suis sur un corpus qui est déjà codé, je vais faire comme si je commençais. Si je clique une fois, je prends un mot. Si je double-clique, je vais prendre la totalité du paragraphe. Il y a les différentes étapes. On peut donc travailler sur la durée, choisir la durée de la longueur de la citation que l'on choisit de sélectionner. Ensuite, donc vous verrez que ça peut être intéressant de choisir soit le mot, soit la phrase, soit le paragraphe. Et tout ça va dépendre de la façon
dont le matériau est construit pour les entretiens, il sera essentiel d'avoir fait des distinctions entre les relances de l'enquêteur, le texte de l'enquêté. Dans nos questions ouvertes, c'était un peu particulier. Les consignes de transcription étaient de séparer les relances par des slashs. Donc, de fait, on n'a pas fait les coupures, il n'y a pas de coupure de phrase, à vrai dire. Et donc, on code en fait à la lecture la partie qui nous intéresse. Donc, le principe, c'est qu'on sélectionne. Par un clic droit, on a accès à toute la liste des codes déjà existants ou des codes qu'on va créer si on est dans la démarche inductive, qu'on va créer à la lecture. Et donc, voilà les différentes options. Et quand la liste de codes est déjà constituée, donc les codes sont disponibles, je vais le chercher, je code et je l'attribue. Et on a donc, dans notre interface sous Atlas, on a la fenêtre d'affichage du document. Là, c'est la marge de codage, en fait, la marge de travail. Et donc, vous retrouvez l'idée du passage qui est surligné. Et là, automatiquement, sous Atlas, on a l'affichage des noms de code. Si vous voulez voir le travail dans la fenêtre de code, j'ouvre le gestionnaire de code. Comme vous voyez, la totalité, du coup, je ne suis plus tout à fait dans ce que j'avais prévu de vous dire dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, du coup, ça sera plus spontané. Donc, quand on sélectionne, là, je n'ai trop agrandi parce que je vais vous montrer ce qui se passe. Quand on est dans la fenêtre des codes, on choisit, par exemple, d'aller voir le code. Donc là, vous voyez, il y a 3 familles de codes qui ont été faites. Des codes contextualisés, ça c'était notre jargon à nous par rapport au contre-argument qu'on pouvait administrer aux personnes. Il y a des codes qui sont sur le registre émotionnel, parce que les réponses des personnes étaient sur ce registre-là, ou des codes qui sont sur les aspects thématiques. Sur les aspects thématiques, on en a évidemment beaucoup. On a 28 codes thématiques, 14 émotionnels. Imaginons qu'on aille voir donc, dans notre fenêtre de code, dans laquelle on voit qu'on a 18 citations qui ont été affectées par ce code. Si on double-clique sur le code, on a immédiatement l'affichage de la liste des citations. Et si on va dessus, évidemment, on a accès directement à la citation dans ce contexte. C'est tout l'intérêt des CACDAS, c'est d'avoir le contexte permanent avec ces données. Les outils que je vais montrer. Encore, du gestionnaire de code, je vous ai dit à peu près. Annie-Claude, Oui. il y a encore une petite dizaine de minutes, histoire qu'on ait le temps après de discuter. C'est bon? Oui, ok. Je vais en tenir compte, effectivement. Je vais passer Merci. quelques outils d'analyse. Du coup, donc Atlas permet effectivement de conduire des requêtes de la même façon que NVivo. Les requêtes, je voudrais pouvoir vous la montrer, mais du coup je l'ai pris sur un autre projet. Je vais simplifier. Imaginons network, code des chiffres. Oui, elle est là, les jumelles. Donc, je m'intéresse pour savoir si s'il y a, je vais prendre, pas tout à fait au hasard, je vais prendre le code des gens. Voilà, je vais prendre le code thématique sur l'argument que le nombre de pays est un élément positif. Donc, j'utilise ce thème-là, ce code thématique-là, et je vais aller regarder si ça va avec les difficultés, si c'est un argument qui a été retenu. Non, je ne vais pas voir ça, je vais faire ici, bon, plus. Est-ce qu'il y a, par exemple, une co-occurrence avec les... Est-ce que quand quelqu'un parle de l'intérêt du nombre de pays, de l'augmentation du nombre de pays, il y a un lien avec les... quand il parle des problèmes de frontières?
Donc vous voyez que dans cet outil de requête, il y a différents opérateurs, des opérateurs booléens, c'est-à-dire qui permettent de préciser s'il y a une association, un recouvrement des cas de figure avec les gens qui sont pour lesquels le propos a été codé et par le code frontière et par le code de pays, et ou, ni, etc., les codes booléens. Il y a des codes sémantiques et il y a des codes de proximité. Et il y a aussi le code de co-occurrence qui permet de repérer tout de suite. Donc on ajoute, avec le clic sur le code, on ajoute l'opérateur qui nous intéresse pour le faire agir sur les deux codes en question. On voit que 2 citations correspondent dans le corpus, qui sont dessous. On peut imprimer ce résultat et voilà, sur imprimant, se mettre dans un rapport. Et on peut également créer ce qu'on appelle un supercode, c'est-à-dire que c'est un code qui ne va pas pouvoir être réutilisé en tant que tel, mais qui va garder la mémoire de notre requête. Et ce supercode, qui écrit la syntaxe, mais qu'on peut renommer, la syntaxe de la requête, mais qu'on peut renommer, il vient se mettre dans le gestionnaire des codes. On le voit apparaître là. On a conservé notre requête. Et quand on est en train de construire une analyse et qu'on a une idée, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Ce que je ne vous ai pas dit, sur lequel il faut que j'attire votre attention, c'est l'intérêt des commentaires et des mémos. Ce sont deux choses qui sont très différentes, mais qui accompagnent absolument l'écriture de l'analyse dans les GAGDAS. Le commentaire, c'est juste une petite note de quelque chose qu'on a envie d'écrire, une petite note qui a trait à un objet, à un code. Et vous voyez que dans la liste, dans le gestionnaire de code, c'est particulièrement important, surtout quand on travaille à plusieurs, parce que c'est là-dedans qu'on va dire comment on a conçu ce code, qu'est-ce qu'on a mis dedans. Et quelqu'un avec qui on travaille, on est sûr de parler de la même chose. Donc les commentaires sont importants. On peut mettre des commentaires sur tout objet. Par contre, un mémo, c'est un objet qui est indépendant. Et si je prends pour exemple le mémo, c'est tout à fait ça la trace du travail d'analyse qui est en train de se faire. Alors, il y a des mémos de recherche, et puis il y a aussi des mémos tout à fait pratiques, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, début du codage de la question 90, on a créé les codes influence média. D'ailleurs, est-ce qu'il faut mettre ce code aussi sous telle rubrique, et on ajoute des réflexions, et on garde la trace de ce qu'on a fait, ou de ce qu'on est en train de tester, et ça nous permet de valider, d'assurer toujours la traçabilité de cette analyse. C'est tout l'intérêt d'avoir l'outil automatisé. Il ne fait pas l'analyse, mais par contre, il aide sérieusement l'analyse. Tous ces mémos peuvent être exportés dans des formats texte et incorporés directement dans des résultats ensuite et dans les rapports. Donc, c'est tout l'intérêt d'écrire au fil de l'eau tout ce qu'on fait. Voilà. Et ce que je voulais encore vous montrer, parce que c'est vers 4. OK. Alors, juste en 2.2, mais du coup, je vais peut-être vous le faire sous forme pour ne pas montrer les manips. Si, je vais vous montrer quand même. Les outils d'analyse essentiels, ils sont là. Donc, l'outil de requête que je vous ai montré très sommairement, c'est une syntaxe qu'il faut apprivoiser, c'est pas toujours évident, mais c'est très intéressant. Le word cruncher, ça permet de faire le lexique, soit d'un seul document, soit de la totalité de vos documents. Ça permet, vous pouvez produire aussi l'explorateur des co-occurrences de code, et ça vous permet de repérer rapidement quels sont les codes qui sont très souvent associés dans les matériaux que vous avez étudiés. On peut faire un tableau des co-occurrences et faire également un tableau des codes croisés avec les documents en termes de fréquence en termes de fréquence. Et du coup, je vais vous montrer plutôt le résultat que ça donne pour vous donner des idées de ce que ça peut produire comme résultat. Je pense que ça sera plus rapide que vous faire la démo. C'est vraiment horriblement frustrant parce qu'il y a trop de choses à vous montrer et c'est impossible. Alors, quand on fait, par exemple, voilà, un document, un tableau croisé en fait avec les codes et
les documents qui sont dans le projet, vous voyez qu'on arrive à produire ce type de rapport dans lesquels on va pouvoir comparer, par exemple, dans le cas de nos deux sous-populations, ceux qui ont obtenu oui ou non à l'élargissement, et on va voir que les thématiques qui sont abordées par les personnes ne sont pas du tout les mêmes. Les thématiques, évidemment, les propos, les arguments qui ont été développés ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a quelques outils comme ça qui sont extrêmement commodes. Je vous présente aussi l'explorateur de code toute vitesse, donc ça permet de montrer une arborescence, pas une arborescence, mais comment déjà les codes, les co-occurrences qu'il peut y avoir déjà, comme ça, à vue, et puis ça peut permettre de créer, de se faire une idée et d'aller creuser en fait. C'est des outils qui permettent d'avoir une petite, de gagner du temps dans l'approche du corpus à partir du moment où le codage est fait. Ça permet de pousser l'analyse un petit peu plus dans des pistes qui sont offertes par ces outils-là. Hein. Et puis, codage multiple, c'était pas ça, classement de projet. Le petit dernier, c'est celui-là, qui est un peu touffu, mais qui est intéressant aussi. C'est pareil, c'est un tableau qu'on construit, où là, on mesure les liaisons, effectivement, entre différents codes, en colonne et en ligne et en colonne, plutôt. Et donc, à l'intérieur de chaque case, vous avez le nombre d'occurrences, en fait, de co-occurrences, le premier chiffre, et le deuxième chiffre, c'est un coefficient de densité de la relation entre ces deux codes. Et évidemment, chaque fois qu'on clique sur une zone, on a en dessous l'affichage des citations qui correspondent au croisement, et ça permet toujours d'aller vérifier que l'intuition qu'on peut avoir en lisant le tableau, ou bien en ayant exploré ces données, eh bien, elle est confirmée, parce qu'il faut tout de suite aller vérifier que la citation, elle est dans située dans le contexte, et là, effectivement, le sens qu'on lui prête. Pour terminer rapidement, qu'est-ce que je ne vais pas vous... Ouais. Globalement, la conclusion, ce que je voudrais vous dire, quand même, donc il y a des... je vais le mettre comme ça, parce que c'est un peu notre canevas. Donc les CACDAS, en fait, donc, sont des outils d'analyse qui permettent l'analyse de grands corpus, de données variées. Il y a la puissance de l'outil informatique, mais c'est là le chercheur qui est complètement maître du codage. On est en contact permanent avec ces données, moyennant d'avoir réfléchi en amont quand même au choix méthodologique dont Stéphanie a parlé en introduction. La préparation des données est donc importante. Il faut prendre le temps de se former, évidemment, et justement, il faut décider de si cette formation va être réutilisée ou pas. Et puis, c'est une aide indispensable, en fait, qui vous permet, dans la mesure où vous avez rédigé des mémos au fil de l'analyse, qui va vous permettre de sortir très, très rapidement un rapport de synthèse avec tous les documents que vous pouvez avoir traités. J'aurais voulu pouvoir vous montrer des exemples de traitements d'affiches électorales, des traitements de forums en ligne où on a interrogé des personnes, et là il y avait plusieurs intervenants, ça a posé des problèmes un peu plus complexes d'utilisation d'outils. Mais voilà, ce sera peut-être l'objet d'autres présentations. Stéphanie doit avoir sûrement quelques petits mots à dire de conclusion avant qu'on vous passe la main pour les questions, à vrai dire. Non, je ne vais pas représenter quelque chose. Non, je ne vais pas représenter le contour, mais c'est juste pour dire, à mon avis, par rapport à l'utilisation de CACDAS entre NVivo et AtlasTI, il y a une très très grande similitude dans ce que l'on peut faire. Et moi, il me semble qu'il y a vraiment 3 temps dans la manière de les utiliser, que je résume par vraiment 3 mots. C'est la question du corpus, la question du codage et la question des requêtes. Et ça se fait dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a une interdépendance entre ces 3 aspects. La question du corpus, elle est vraiment de quelle est la finalité de la recherche, etc. Le codage, comment et dans quelle stratégie on code, et les requêtes, parce qu'on peut arriver à faire des choses très très simples, comme quand en quanti on fait du tri à plat, on peut très bien faire des codes à plat jusqu'à des matrices pour lesquelles on va travailler sur des co-occurrences de code. Voilà.
Bien, eh ben, merci beaucoup pour cet exposé qui était très clair et très intéressant. On aurait presque pu faire 3 séances, hein, une sur NVivo, une sur Atlas TI, et puis une séance de discussion. Alors, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est en fait c'est la première fois que j'entends autant la question de est-ce que c'est un logiciel qui va m'intéresser, c'est-à-dire enfin, est-ce que ça vaut le coup de rentrer? Ça n'a pas l'air du tout d'être des logiciels qu'on teste comme ça à la légère pour voir si ça nous plaît ou pas d'un point de vue de l'ergonomie ou d'un point de vue des fonctions. Et c'est vrai qu'on sent bien la logique un peu d'un logiciel qui est en lien aussi avec une théorie, avec une posture scientifique de comment je vais travailler sur mes données au fur et à mesure. Alors, il y a une question, de toute façon, vous n'avez pas eu le temps, je vais poser plutôt des questions très générales, on va passer la main parce que j'utilise très peu, voire même pas du tout, les CACDAS. Atlas et NVivo sont 2 logiciels qui sont payants. Il me semble qu'il y a quelques initiatives, quelques logiciels gratuits qui sont dans le monde de l'open source. Vous n'en avez pas parlé parce que vous ne les maîtrisez pas ou parce que c'est beaucoup moins intéressant, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de développement derrière à faire. Et c'est vrai que le travail de formatage des données, enfin, notamment sur certaines diapos d'Atlas TI, où on voit qu'il faut vraiment préparer les données. À un moment, Nico a affiché, il parlait de 1400 documents qui ont l'air de correspondre à 1400 enquêtés. Enfin, on n'a pas très bien saisi, mais on sent que, on sait très bien que dans nos disciplines, quelles qu'elles soient, on a toujours un énorme travail à faire de préparation des données, mais là, c'est clair qu'on sent qu'il y a vraiment un travail important à faire pour ne pas se louper avec un peu des logiciels un peu à sens unique, c'est-à-dire que si on s'est planté sur la préparation des données, des fois c'est un peu trop tard, comme des fois ça a l'air difficile de recréer des documents, de recréer des variables. Bon, c'est des questions comme ça un peu très générales. Et puis après, du coup, je pense qu'il y a chez les participants, il y en a qui sont beaucoup plus intéressés que moi, de manière assez pressée, immédiate par rapport à des projets de recherche en cours. Donc, je vais leur laisser la parole. Donc, vous répondez soit maintenant, soit... Benoît, ce qui serait Excuse-moi, Benoît, dans les questions, il y en a une qui est très complémentaire là, de Christine Lambert. Quelles sont les complémentarités, différences entre les 2 logiciels? Je vous lis le chat que vous pouvez lire vous-même, mais je vous le dis. Qui est très complémentaire de celle de Benoît, donc c'est pour ça que je la pose. Est-ce qu'on prend, parce qu'on a beaucoup parlé, s'il y a d'autres questions, je ne sais pas, est-ce qu'on peut les prendre et peut-être après reprendre la parole? Peut-être qu'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres, on répond tout de suite à celle-ci. Bon, on peut faire effectivement un premier tour. La seule chose, alors je le dis parce que j'ai coupé le son de plusieurs, c'est moi l'organisateur là, techniquement, il y en a qu'un qui peut faire ça, donc j'ai coupé le son de plein d'utilisateurs parce qu'on les entendait au fur et à mesure. Donc si vous voulez poser des questions et que vous sentez qu'on ne vous répond pas, c'est juste que vous n'avez plus le son. Donc normalement à côté de votre nom, vous avez un micro rouge rayé, il faut cliquer dessus pour qu'il y ait une grille, et là vous pouvez parler. Et donc effectivement, si certains veulent poser des questions, alors je peux remettre sinon le son à tout le monde d'un coup, mais j'ai peur que ce soit une non. Je réponds là. On va déjà répondre là, donc à la fois la question sous-jacente posée par Benoît et puis celle posée sur la complémentarité des 2 logiciels qu'on a vu et aussi s'afficher. Sur l'organisation des données, je dirais que et puis sur le libre aussi, je suis en train de noter sur l'aspect libre des logiciels. Sur l'organisation des données, en fait, moi je trouve que c'est le contraire, c'est-à-dire que à la différence des logiciels de statistiques textuelles, par exemple, on va utiliser Iramutech, Altest, on sait que la préparation en amont du corpus, qu'il faut faire étoiler pour mettre un certain nombre de choses, est très exigeante, alors que là, sur les logiciels CACDAS, on peut importer des documents tels qu'ils sont. C'est-à-dire, on peut avoir du Word, on peut avoir du Zotero, on peut avoir de l'Excel, quel que soit le support, on n'a pas besoin de transformer les éléments par rapport à un format particulier. Dans NVivo, la différence, du coup, complémentarité différents des logiciels, sur la question d'import des documents, dans NVivo, on peut modifier les données. C'est-à-dire qu'on peut verrouiller ou déverrouiller. Par exemple, là, on apporte des documents. C'est une différence. C'est possible aussi. Ah, d'accord, je n'avais pas compris. Parce que c'est pas souhaité quand on travaille à plusieurs. Ça dépend. Après, si on travaille à plusieurs, c'est risqué, parce que ça veut dire qu'on risque le document
document source étant modifié, je précise tout de suite la différence, hein, c'en est une sans lettre. Une fois que le document source est modifié, il y a un risque que des liens soient perdus pour le collègue qui travaille de son côté sur un sous-projet, comme je l'expliquais tout à l'heure. Quand on est seul à travailler sur ces données, il n'y a pas de souci. On peut en effet modifier son document. S'il y a vraiment un gros truc à corriger dans un document texte, on peut le corriger. Après, sur la question sur le libre, les logiciels libres, alors c'est clair que les deux logiciels qu'on vient de présenter ne sont pas des logiciels ni libres ni gratuits. J'ai une faible expérience et j'en ai une petite. À une époque, il y avait un logiciel donc, qui était dans le livre qui s'appelait MaxQDA, qui est un CAGDAS également, et qu'une de nos chercheuses ici à Pâques avait utilisé dans le livre. Donc, je l'avais un peu accompagné dans le codage. On retrouve un peu les mêmes fonctionnalités, donc ce n'était pas très très difficile. Et il me semble l'année d'après, c'est surtout sur la partie un peu pérenne du support que dans le suivi, elle avait passé beaucoup de temps pour coder. Et après, elle n'a pas retrouvé où il y a eu des transformations et surtout, je crois que ce logiciel est passé en payant. Au départ, elle a fait ce choix parce que c'est un logiciel a priori gratuit, il est devenu payant, donc elle a transformé, donc on a pris ses données, son codage et on l'a importé dans un autre CAGDAS. Voilà. Mais j'ai pas d'autre expérience particulière sur du libre concernant les logiciels CAGDAS. On sait par contre qu'il y a un module qui ressemble à un module de codage et d'analyse qui est intégré à Sphinx IQ, par exemple, qui n'est pas non plus du libre. Hein. Mais là, par exemple, on a un avis assez mitigé, Stéphanie et moi, parce que le niveau de ce que ça fait n'a rien à voir avec NVivo et Atlas TI. Ça, c'est un CAGDAS. Non, c'est un module. Là, il y a un module de codage qui fait partie, et puis de comptage de mots, ça il fallait déjà faire, mais ils ont rajouté un module de codage et ça fait c'est presse-bouton, on appuie, on fait des jolis nuages de mots, mais ça n'a rien à voir et on ne sait pas ce qu'on fait. Donc ça, on déconseille plutôt. Et puis, il y a une petite remarque que je n'ai pas faite tout à l'heure, mais je la glisser maintenant qu'elle ne va pas avoir, c'est que autant les logiciels, ces deux logiciels, je crois qu'on peut le dire pour les deux, ils fonctionnent sur PC ou sur Mac, mais le travail collaboratif sous Mac ne marche pas bien. Ouais, exact, pareil avec NVivo. Donc, nous déconseillons clairement d'utiliser ces outils sous Mac. Pour le moment, on en est là. Ça risque de progresser, voilà, mais pour l'instant, ça ne tient pas la route. Donc, faites attention à ça aussi si vous utilisez plutôt. Enfin, il y a une version NVivo, il y a une version Mac qui existe. Il y a quelques chercheurs qui ont des Mac ici à Pâques et qui ont le NVivo, donc ça marche, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire sous Mac. Pourquoi? Alors là, sous Atlas TI, pareil. Et avec pas les mêmes fonctionnalités. Ouais. C'est pas donc là, c'est quand même pour l'instant, c'est pas top. Ouais. Voilà. Après la préparation, quand j'ai un peu trop insisté peut-être sur la préparation des données en amont, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut de la rigueur, c'est tout. Il faut de la rigueur dans l'organisation de ces données. Mais c'est vrai pour tous les projets, et maintenant, quand on parle de gestion des données de la recherche, c'est complètement d'actualité. Mais c'est parce que après, ça facilite. Effectivement, quand vous voyez le nombre de documents qu'on peut être amené, le nombre de sources qu'on peut être amené à intégrer dans un projet et à traiter, même si on fait des super familles et qu'on met des couleurs dans la fenêtre, donc tous ces codes, ça peut être quand même rapidement une usine à gaz. Donc on a intérêt quand même à être bien organisé. Mais c'est aussi un outil d'organisation. Alors, je vais reprendre, donc, c'est une question qui a été posée par Marie de Pizet. On l'avait déjà posée par rapport à Sonal, il y a des extraits, il y a des morceaux d'entretien qu'on relie à plusieurs thèmes ou à plusieurs idées. Alors là, je pense que c'est en rapport avec NVivo sur les histoires de nœuds. Est-ce que, du coup, un même extrait peut être relié à plusieurs nœuds ou pas? Bien sûr. Alors, je vais répondre tout de suite. C'est vrai que je suis passée peut-être un peu vite. L'idée du CAGDAS, c'est de travailler après sur de la co-occurrence de code. C'est-à-dire qu'on va, à partir de je sais pas, un enquêté qui va dans une retranscription qui va dire, je sais pas, qui va par exemple dire, voilà, moi ça fait 6 mois que je suis au chômage, c'est une super galère parce que ça me pose des problèmes familiaux. Cet extrait-là,
on va peut-être potentiellement le coder dans un code qu'on appellera famille, dans un code qu'on appellera situation par rapport au travail et dans un code qu'on appellera galère familiale. Donc là-dessus, on voit bien qu'on va pouvoir, sur un même passage, un verbatim, une référence, on va pouvoir la coder, l'encoder 2 fois, 3 fois, ce qui permettra, dans la partie requête, quand on voudra faire par exemple des matrices, de croiser des codes avec des codes, et avec un coefficient de Pearson, calculer aussi de la co-occurrence de codes par rapport à son enfant. Donc on pourra repérer quels sont les codes qui marchent ensemble, quels sont les codes qui ne marchent jamais ensemble. Et quand on travaille beaucoup sur de l'analyse de données d'enquêtés des lecteurs, par exemple, c'est très intéressant de voir quelles sont les thématiques de campagne qui marchent ensemble, quels sont les candidats qui marchent avec ces thématiques-là, parce qu'on aura codé effectivement à différents niveaux de code. C'est ce que montrait le dernier tableau d'Atlas que je vous ai montré aussi, c'est ça, quand on parle de co-occurrence, c'est ça, c'est des citations, des extraits qui sont affectés par plusieurs codes, des extraits qui ne sont pas forcément de la même taille, mais il y a un recouvrement à un moment donné. Et avec les opérateurs des requêtes, on arrive à mesurer la surface de recouvrement également, ce qui permet de calculer le coefficient aussi de densité. J'ai vu passer une question sur Marie sur comment on code de la vidéo. Donc là aussi, alors, ouais, mais on va pas montrer, on peut expliquer parce que ça nous replongerait dans la manip. La vidéo, c'est très simple, on importe la vidéo, on ouvre la vidéo et on a un curseur comme quand on a la possibilité de marquer différents passages. Donc à côté, on va marquer les passages et on va pouvoir décrire, par exemple, en transcrivant ce que l'on voit ou ce que l'on entend. Ça dépend complètement de la source. Et donc, de la même manière qu'un texte, on va pouvoir coder de la vidéo. Et ensuite, faire des matrices de croisement. Et pour de l'image, c'est pareil, on peut sur des, je sais pas, sur des images affichées électorales, voir ce que l'on voit en premier plan, la couleur, les paysages, ce que ça veut dire, enfin, les aspects positifs, les slogans. On va pouvoir déterminer des zones sur ce document-là que l'on va pouvoir encoder et on va pouvoir décrire ou mettre du texte à côté. Donc ça, c'est celui qui code qui va effectivement être prescripteur là-dessus et on pourra ensuite croiser exactement de la même manière. On n'a pas non plus dit qu'on pouvait importer, Stéphanie a parlé du web, on peut aussi faire travailler les outils sur des captures de Google Earth. Donc vous travaillez sur un sujet qui a où le facteur territorial a de l'importance, ou bien vous avez fait parler des gens de leur environnement immédiat, là où ils habitent, etc. Vous pouvez tout à fait associer une capture de Google Earth de l'endroit dont il s'agit dans les entretiens ou dans l'étude, quelle qu'elle soit. On peut vraiment coder énormément de choses maintenant, tout est possible. Et donc la version, je sais qu'Atlas, on est sur une version 7, il y a une version 8 qui vient de sortir, où ils sont en train de travailler aussi à la récupération des tweets et donc des forums, de l'améliorer. Donc je pense qu'il y a aussi de l'avenir de ce côté-là. Je vous invite à aller lire sur Atlas TI, il y a un blog de questions de recherche qui est très intéressant, sur lequel il parle justement de l'impact des big data sur ces outils-là et de ce que ça peut apporter. On vous pourra mettre à disposition une petite biblio dans laquelle il y a quelques références qui sont intéressantes. Je peux parler juste du lien avec Sonal, pour ceux que ça intéresse de la discussion entre Sonal et l'ICAGDAS. Il y a deux jeunes collègues doctorants qui travaillent, qui ne sont peut-être plus maintenant, qui étaient à Printemps, au laboratoire Printemps. Ils ont fait un article, il y a un article sur le blog Hypothèse du labo de Printemps, c'est Katia Barbier et Romain Juston. On vous mettra la référence. Ils ont fait un travail comparatif d'Atlas TI et de Sonal dans le processus de recherche. Donc c'est tout à fait intéressant. Ils parlent vraiment d'expérience et
de l'intérêt de l'un, puis de l'autre, ou de l'autre. Enfin bon, je vous laisse le découvrir. Il y a vraiment il y a matière à expérimenter en fait avec ces différents outils et à croiser beaucoup en fait les usages qu'on peut en avoir. J'ai vu passer une question aussi de Julie sur peut-on lier vidéo, en tout cas l'image, la vidéo à son texte, à retranscription. Oui, tout à fait. C'est l'une des possibilités qui va être de pouvoir justement, quand on code une référence, une séquence, donc on peut avoir différentes stratégies de codage. On a essentiellement parlé de codage thématique, un peu comme de l'analyse catégorielle du discours, mais on peut superposer de l'analyse séquentielle, de l'analyse contextuelle, on peut superposer des formes de code différents que uniquement du code thématique. On prend en premier lieu le code thématique, mais bien sûr on va pouvoir lier la vidéo à un texte, associer un texte de retranscription. Alors, un point organisationnel, s'il y en a qui veulent poser des questions, vous pouvez passer par le chat, parce qu'il y a Gaël de Pau, de Gaël de la Trase, qui a mis un point d'interrogation, je ne sais pas comment elle l'a fait précisément, mais donc du coup, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et du coup, il y a Christine Lambert qui pose la question, en fait, dans Atlas TI, est-ce qu'on peut aussi travailler avec des données audio, de l'image ou des données du web? Pareil, complètement. En fait, les deux outils se courent un peu après depuis le début. Donc, quand il y en a un qui sort une nouvelle version avec une avancée notable, vous pouvez être sûr que dans l'année qui suit, l'autre a fait pareil. Donc, on est un peu en peine de vous dire, de vous recommander l'un ou l'autre. C'est un peu l'histoire qui fait qu'on s'est mise parce qu'on s'est mis séparément. À l'époque, on n'était pas dans le même labo, voilà. Et c'est un peu l'histoire. Donc, j'ai envie de dire maintenant, nous, on commence à avoir quelques collègues quand même qui travaillent avec l'un ou l'autre. Et du coup, si vous nous demandez, on peut vous aiguiller sur des collègues chercheurs qui les ont utilisés, donc pas que les ingénieurs en tant qu'appui et, voilà, et découvreurs d'outils, mais vraiment des chercheurs qui les utilisent au quotidien et qui peuvent aussi partager leurs expériences. Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Tantôt, c'est à moi qu'on demande, tantôt c'est à Stéphanie, parce que tel chercheur va enclencher un projet avec des collègues qui, eux, ont déjà commencé à utiliser Atlas ou NVivo, et du coup, ils ont envie de poursuivre avec pour ne pas réinvestir dans un nouveau logiciel. Alors, là, on a un article à publier à publication qui utilise, dans un cadre de la réanalyse, en fait, sur une enquête avec des entretiens en rapport à la politique, Alcest et NVivo. Donc, c'est une référence aussi qu'on pourra vous passer. Parce que là, pour le coup, c'est un article de recherche à publier dans Recherche qualitative. C'est une revue québécoise. Voilà. Il y a un hors-série qui est à paraître. Si vous allez sur le site de la revue Recherche qualitative, au pluriel, vous allez forcément trouver l'annonce du numéro hors-série. Et dedans, il y a plusieurs expériences de réanalyse. Et l'article qu'on a fait avec Stéphanie et Mathieu Brugidou porte effectivement sur cette double confrontation Alcest et là, c'est un article de recherche. Donc, il y a un exemple précis. Enfin, voilà, on peut retrouver un texte qui présente différents outils. Pas deux CalDAS, mais un CalDAS et un logiciel ADT. J'ai envie de donner le point de vue d'un chercheur que j'ai interviewé ce matin à la machine à café, justement, en lui disant si tu devais dire quelque chose sur les CalDAS, sur Atlas TI en particulier, parce qu'elle connaissait celui-là, elle m'a dit le plus, c'est vraiment la systématisation de l'analyse, en fait. C'est ça que ça autorise sur des gros volumes. Et la difficulté qu'elle a eue, c'est rentrer dans un corpus quand on n'a pas produit, ce qui peut arriver, parce que les entretiens, ce n'est pas toujours soi qui les faisons, donc ça nécessite du temps, mais c'est le temps de s'approprier le corpus. Et sinon, un petit peu la façon de se retrouver dans les différentes fenêtres, les différents objets, voilà, suivant comment ça s'appelle d'un logiciel à l'autre. Il y a un petit peu de prise en main. Mais ça, c'est vraiment pas le premier truc qu'elle m'a dit, ça n'a pas été, oh là là, ça m'a pris un temps fou de l'apprendre, ni c'est trop compliqué, je n'utiliserai plus jamais. Voilà, si ça peut vous donner envie. Non, et puis l'autre avantage, inconvénient, en tout cas, dans la partie avantage, c'est surtout que ça permet de travailler sur
un très long terme aussi. Par exemple, je parlais des enquêtes électorales qualitatives. Donc, moi, j'ai piloté une enquête électorale en 2007, en 2012 et en 2017. Eh bien, c'est absolument super d'avoir complètement archivé, stocké l'encodage de l'enquête de 2007, celle de 2012, et je vais me servir de mes codes pour celle de 2017. Donc, produire ensuite de la connaissance et des articles où on va pouvoir mettre, à partir d'une même grille de code, une perspective à travers 3 tours de scrutin différents sur la présidentielle, par exemple. Donc, on peut imaginer aussi que l'outil Caldas qui permet de, dans le temps, non seulement d'archiver, mais de réutiliser des matériaux qu'on sait très bien tous quand on oublie. En fait, si on n'a pas, un outil comme celui-ci, on peut avoir fait des tableaux de fichiers, mais on ne sait plus bien les exploiter. Et puis l'argument positif donné aussi par la collègue ce matin, c'est vrai qu'on, je ne sais plus si on l'a dit, mais c'est la traçabilité du processus d'analyse. Et elle dit qu'aujourd'hui, dans les évaluations, c'est de plus en plus important. On demande de plus en plus souvent aux chercheurs quand même de justifier ce qu'il a fait. Et du coup, ces 2 logiciels-là, ils donnent une trace excellente, permet de produire à faible coût, en fait, de prouver qu'on a bien codé, qu'on a trouvé ça et que ça ne sort pas du chapeau, et que voilà. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Eh bien, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai l'impression, je regarde dans le chat et un peu partout. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très, très intéressant. Il y avait un point d'interrogation, je ne sais pas si Nadia avait une question, ou si c'est peut-être une erreur de manip d'avoir des points d'interrogation. On ne sait pas comment les gens ont fait. Donc. Mais à l'ensemble des participants, je vous rassure un peu, des fois nous on est aussi un peu perdus là dans l'univers du WebEx avec toutes les spécificités techniques, mais ça va venir, je pense qu'on va, là on était quand même une vingtaine à participer, donc une qualité qui était assez optimale et très bonne, donc c'est vraiment très encourageant pour la suite. De toute façon on en reparlera plus tard. J'ai juste une petite question quand même avant que tu conclues, parce que je te vois prêt à conclure. J'ai pas bien compris comment on faisait du travail collaboratif dans NVivo. Autant j'ai bien compris pour Atlas TI, j'ai compris que c'était compliqué, mais j'ai compris que c'était jouable. NVivo que j'utilise un petit peu, je vois pas bien comment on y arrive. Alors, dans NVivo, c'est pareil qu'avec Atlas TI, on a plusieurs expériences là-dessus. Quand on va rentrer, on a plusieurs manières de faire. Soit on crée un projet et on va importer des sources dans un même projet. On va, par le jeu d'initial, repérer qui code quoi. Donc, l'outil trace, c'est un peu un mouchard, c'est-à-dire que dès lors qu'on se connecte, qu'on se log sur le fichier, on va pouvoir repérer qui a fait quel type de code. Donc, on va pouvoir faire du tri en fonction de qui a codé quoi. Et on va pouvoir aussi fusionner différentes versions. Par exemple, souvent, ce que je suggère quand il y a un travail d'équipe, quand on est dans une approche inductive, on prend 2-3 entretiens. Je suggère aux chercheurs de commencer à coder ensemble pour avoir une première structure, un noyau, un peu une base de code, de 10-15 codes. Ensuite, ils peuvent se répartir, par exemple, les entretiens ou les retranscriptions. Ils vont coder à partir de cette base de code commune leurs 10 ou 15 entretiens chacun. Et ensuite, ils vont remettre en commun. On peut tout à fait remettre en commun ce qui aura été codé. Et puis, on peut regarder les nouveaux codes qui auront été créés ou ceux qui auront été conservés. Donc, on peut tout à fait travailler de manière collaborative aussi avec NVivo. Juste techniquement, chacun a un répertoire de NVivo ou il est sur un répertoire partagé et chacun se connecte sur un répertoire partagé. Est-ce qu'on peut y être en même temps? Non, alors c'est pas du tout quelque chose qui est comme un drive ou quelque chose, un outil collaboratif, ça marche pas comme ça. C'est installé sur ton poste, tu as une licence sur ton poste, tu ouvres et tu crées ton projet. Tu importes tes documents, tu peux passer du coup ton projet, soit c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce projet-là, tu l'as initié, tu l'as fait, tu as importé les documents, tu le dupliques, tu le passes à ton collègue et après chacun travaille de son côté et vous refusionnez. Et donc voilà, ou alors chacun crée son projet NVivo et après vous le mettez en commun. En fait, ça passe par une manip de fusion de projet. Il n'y a pas de système à ma connaissance, voilà.
Il n'y a pas de système en ligne. Alors, il doit y avoir sans doute des versions... Ils ont une version justement, ils ont une version entreprise, mais qui a l'air très chère. Ça existe. Mais nous, on l'a pas tenté, en tout cas. On a trop peu d'équipes, enfin, trop peu. On n'a pas beaucoup, quand même, de chercheurs qui sont équipés avec NVivo. Enfin, voilà, c'est un peu au compte-gouttes en fonction des projets. Donc, pour l'instant, on n'a pas cette situation où on se retrouverait je sais pas, à devoir faire un espace collaboratif pour gérer ça en ligne directement sur un serveur. C'est pas du tout des licences comme ça. C'est des licences monopostes sur... voilà. On a quand même travaillé en collaboration comme ça. Moi, j'ai plus d'expérience sur les questions ouvertes là. Mais quand je parle de la rigueur d'organisation des données sur Atlas, comme c'est un problème de lien, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de NVivo, j'ai l'impression que les documents sont vraiment importés dedans. Donc, c'est pas l'entièreté du projet. Ça, c'est sur... Non, il faut que ça soit bien dans le même dossier justement pour faciliter les transferts, mais ce n'est pas dans le projet. C'est pour ça que le chemin, c'est important. Alors si on est à deux collègues, on travaillait toujours on se mettait d'accord, on mettait le dossier sur le bureau, du coup les chemins étaient les mêmes, le nom du répertoire est le même, et le dossier avec les documents sources était identique au même endroit, il n'y avait pas de souci. Du coup, on ne se passait que le fichier Atlas TI avec l'extension Atlas TI HPR. Parce que tu gardes le lien celui dans ton fichier source. Il faut les liens, il faut absolument laisser toujours la même structure alors de documents par rapport au fichier, au projet lui-même. Avec NVivo, quand tu importes tes documents dans NVivo, tu n'as plus besoin d'avoir l'origine de tes documents ils sont importés. Alors qu'Atlas, ils sont seulement associés. Par contre, du coup, on peut le faire avec un dossier. En théorie, on pourrait avoir un dossier partagé. En théorie, hein, parce que là, je demande à voir quand même, vu la fragilité, ce problème des liens qu'il faut respecter, mais normalement, c'est possible. Nous, ce qu'on conseille chaque fois, on transporte on fait des copies compressées, il y a le logiciel offre cette possibilité-là, et on est sûr que tous les liens sont sauvegardés et on copie après le dossier là où on veut et on le décompresse et il n'y a aucun souci de fonctionnement. Ah oui. Ouais. Non, mais il y a des astuces à trouver, oui. Alors après, ça peut être peut-être des arguments de choix sur un outil ou un autre aussi. Ah, je sais que le fichier doit être beaucoup plus petit, parce qu'à NVivo que j'utilise depuis peu, je vois que le fichier grossit à une vitesse assez impressionnante. Voilà. Alors qu'Atlas, c'est très très léger. Forcément, c'est que je viens, mais il faut que tu te mais c'est une autre manière de gérer. Tout à fait. C'est fondamental. Une deuxième petite question encore technique. Là, vous parliez du fait que c'était possible de faire les forums en ligne, les tweets, etc. Comment vous faites? Vous les importez, donc par exemple pour NVivo, tu les importes via Ncapture et donc tu les gères avec un PDF, ou tu vas les importer en texte pour pouvoir mieux les coder ligne à ligne, etc. Comment tu fais ça? Tu peux faire les deux. Ouais. Je suis pas une grande experte. Moi, je trouve que quand on travaille avec on est sur du Kali, hein, on n'est pas sur du Conti parce qu'on ne fait pas de l'analyse de réseau, c'est pas un logiciel d'analyse de réseau, hein, d'accord? Donc on travaille sur du Kali, ça veut dire qu'on va, par exemple, échantillonner. Si on travaille sur, je sais pas, du réseau social, du Facebook ou autre, on va se dire à un moment donné que l'on va aller prendre quelques exemples, composer un corpus, et je trouve que Ncapture est pas mal parce qu'effectivement, on a un même, on a un même support qui peut être utilisé, donc à voir, mais moi je trouve que c'est bien d'importer des documents en PDF et de les coder après parce que pour s'en resservir, parce que quand après on partage le fruit de sa recherche, on ouvre NVivo, on a tous les documents sources, on peut les ouvrir, ils ont un peu le même format. Enfin, moi j'aime bien aussi cet aspect-là. Si je peux me permettre, je peux montrer à quoi ressemble une exploitation de forums en ligne pour lesquels on a travaillé avec une plateforme. Il y a encore petit qui veut me l'ouvrir. Oui, ça va venir. Ça va pas Alors, venir. Annie-Claude. Pas la bonne version. Non. Donc, on l'a fait sous Atlas TI avec des PDF tout simplement et on surligne dans les PDF sans problème.
J'arrête. J'arrête. On t'entend plus, Benoît. Voilà, donc c'est mieux si je m'allume le micro. Voilà. Non, c'était juste pour te dire que vous n'étiez plus en écran partagé, mais Ah oui, j'ai oublié de partager. En de toute façon, ça ne marchait pas. Donc je suis désolée. bon, J'enverrai un exemple à Damien s'il veut. Non, mais le PDF marche très bien. d'accord. Voilà, il faut avoir des... C'est la même logique hein, de surlignage et puis de codage derrière. Hein. Les deux outils sont parfaits. Toujours une petite question pratique. Je suis désolé, mais parce que ça, moi je commence à apprendre, donc je suis vraiment au début, et je me rends bien compte que l'un des problèmes que j'ai, c'est l'organisation. Je suis d'accord avec Annie-Claude. C'est très difficile, je trouve, de penser l'organisation quand on connaît pas quand on n'a pas fait le process jusqu'au bout, au moins une fois dans sa vie, quoi. Et donc, je suis assez embêté. Par exemple, NVivo, ils insistent beaucoup sur c'est utile d'utiliser les mémos. Et j'ai l'impression qu'ils font des mémos, donc je suis leur conseil, c'est-à-dire que je fais un mémo par entretien, par exemple, hein, plus un mémo par ci, plus un mémo par machin, plus... Et donc je finis par avoir à peu près autant de mémos que d'autres documents, et je me dis qu'il y a un moment où je ne sais pas, je vois pas comment je vais m'en sortir de mes mémos. Qui c'est qui t'a donné ce conseil de faire un mémo par document? Où est-ce Il me que semble tu que as... c'est dans leur formation en ligne. Ah bon? Ouais. Alors, sur le mémo, moi je trouve que c'est un outil vraiment super parce que tout à l'heure tu parlais de l'équipe et comment on partage en équipe. Le fait d'avoir des mémos, c'est comme quand on place des post-it sur la table le matin en se disant n'oublie pas de faire ci ou n'oublie pas de vider le lave-vaisselle, le truc comme ça. C'est-à-dire que le mémo permet, quand on est en équipe, de dire voilà ce que j'ai fait la dernière fois que je me suis servi et que j'ai hésité en coupant un code en deux, etc. Donc ça peut avoir l'utilité du mémo que l'on va par exemple accrocher à des codes. Parce que sur certains codes, je sais pas, moi j'ai créé un code que je vais appeler confiance. C'est bien de savoir pourquoi est-ce qu'on a créé ce code, qu'est-ce qui nous a inspiré ce code, etc. Après, il y a des mémos qu'on peut coller sur des sources. Et moi, je l'utilise en situation d'enquête pour faire des portraits d'enquêtés. Parce que ça, je trouve que c'est très utile aussi d'avoir des éléments, quand on peut les avoir, qui correspondent à ces aspects-là. Mais dans les mémos, on pourrait aussi imaginer avoir un mémo qui est unique, qui est accroché au projet, dans lequel on rédige son rapport de recherche, par exemple. Mais je ne crois pas trop à l'idée de faire autant de mémos que l'on a d'objets ou d'éléments dans son projet. C'est un peu contre-productif, effectivement. Oui, c'est la traçabilité Voilà. aussi, quoi. Donc, ça peut être intéressant au fil de l'analyse. On pose une question, on note, on a une idée, on la note. Voilà. C'est pas perdu, c'est autant d'écrits que tu vas récupérer. Hein. À partir du moment où tu l'as bien organisé. Oui, c'est ça, mais j'ai un doute sur savoir si à la fin il faudra que j'ai un CACDAS pour gérer juste mes mémos, tu vois. Ouais, ça, c'est peut-être que tu fais une overdose de mémo, là. Faut peut-être se calmer sur le mémo, Damien. Je suis en train. Bon, Benoît, je te redonne la main, mais j'ai l'impression que les participants commencent à s'en aller à cause du fait qu'on dépasse l'heure. Qu'on dépasse l'heure, ben oui. Du coup, que dire? Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Il faudra qu'on poursuive de toute façon cette séance, enfin, ce thème sur les CACDAS. Hein, dans les commentaires, je crois que c'est Gaël qui parlait, mais il y a aussi sous R un module qui s'appelle RQDA qui a l'air d'être pas mal, mais on n'a pas de retour d'expérience dessus, donc on verra par la suite si on ne fait pas un tuto spécial dans la suite de celui-là pour comparer les différents outils. Damien avait rappelé que sur le site web on peut mettre des biblios, et ça faudrait qu'on le fasse aussi pour afficher les différentes références qui ont été évoquées au cours de cette séance. Encore merci beaucoup parce que c'était vraiment très clair, c'était vraiment très bien dans le fond et dans la forme. Hein, on voit vraiment l'intérêt quand même de cette plateforme WebEx qui permet de jongler entre des présentations et des démonstrations de logiciels, comme quoi c'est possible de faire des démonstrations en live sans que ça plante. Si les informaticiens n'y arrivent pas, nous on y arrive quand même un petit peu.
C'est vraiment chouette. Le présentateur qui plante parce qu'il a prévu trop long et que... Ouais. Je suis désolée. Mais non, 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 c'est normal. Il faudrait, de toute façon, on va en faire d'autres des séances. Hein. Annie-Claude, tu pourras revenir hein, parce que tu nous as fait le privilège de nous accorder un peu de temps pour au cours de ton dernier trimestre d'activité. Et donc, merci beaucoup. On va pas tarder à raccrocher. Donc, le prochain tuto, c'est fin juin, c'est le 29 juin, avec du coup Frédéric qui a aussi assisté au tuto sur les cacdas, qui va nous présenter son logiciel. Alors, c'est Frédéric qu'on entend là? Ah non, du coup, j'avais un écho. Donc, il va nous présenter un logiciel qu'il a développé qui s'appelle LAM, qui permet de travailler, d'exploiter des flux sur des forums ou des discussions qui ont lieu sur Internet ou par email. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mesdames les animatrices de ce tuto sur les cacdas. Merci de votre attention et de vos questions. C'était une totale première pour nous aussi, mais c'était très positif. Et puis, on a hâte de pouvoir suivre les autres tutos pour se mettre dans la peau des poseurs de questions. Et en tout cas, de découvrir surtout d'autres outils qui vont être complémentaires aux outils qu'on utilise. C'est vrai qu'on a un peu des routines quelquefois, mais qu'il faut savoir aussi voir quels sont d'autres outils. Voilà. Mais très positif. Très bien, merci. Moi, j'essaierai de suivre vos aventures. Si tant est qu'on peut rester membre du réseau Maté SHF, même quand on est en dispo longue durée. Oui. On a une propre copie, dans ces cas-là qu'on en sent du temps. Et juste, c'était un plaisir de répondre à votre demande, même si ça nous a un petit peu mis la pression, effectivement, dans une période un peu chargée. Une période électorale un peu survoltée. Voilà, bonne continuation à tous. Et puis merci pour l'organisation parce que c'est pas une mince affaire. Ouais. On a vu, on a pris plein de trucs, les écrans partagés, tout ça. Oui, oui. ouais. Vous êtes des expertes maintenant en animation WebEx. Et du coup, pour tous les participants, on va voir, donc après, on mettra certainement en ligne donc au moins la présentation des cacdas et puis la vidéo, ça on revoit ça entre nous. Mais donc il y aura une suite sur le site web de Maté et Sachette. Daniel, je suppose que tu veux dire quelque chose. Un détail. Donc déjà, merci beaucoup à Annie-Claude et à Sandrine. Le détail que je voulais dire, c'est que si quelqu'un connaît un utilisateur de RDQA ou l'utilise lui-même, surtout qu'il n'hésite pas à nous faire un mail parce que ça nous intéresserait de faire un WebEx là-dessus. Et de manière plus générale, si jamais vous avez un rêve de présenter un outil ou une méthode que vous utilisez, surtout n'hésitez pas à nous faire un mail. On est en train de faire le programme dans l'année prochaine. C'est surtout Viviane et Benoît, mais de ce que j'ai cru comprendre, il reste encore des séances de libre possibles, et donc ce serait super. Message reçu. Bon, et bien merci à tous, et puis du coup, à bientôt, soit sur Internet ou physiquement. Hein, je vous rappelle qu'il y a des journées annuelles du réseau Maté et que c'est aussi important de se rencontrer en personne pour discuter autour d'une tasse de thé, par exemple. Tout à fait. De bière en terrasse, mais bon, chacun se À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.